Quand je faisais du triathlon, je disais toujours que moi, j'avais besoin d'avoir peu de courses dans l'année, parce qu'en fait, je prends du plaisir à l'entraînement. Et puis mon plaisir, il se trouve pas forcément dans les courses. Puis là, ces dernières années, dans l'ultra, j'ai fini par faire des courses tous les week-ends. Et puis à la fin de l'année, j'ai pas pris de plaisir sur la plus grande course que je m'étais... Ça faisait des mois que j'en rêvais. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Marjorie, la femme qui se trouve derrière le compte Maki Cycling sur les réseaux. J'avais été impressionné lors de notre premier épisode par son énergie, par sa capacité à mener plusieurs projets de front et par sa ténacité. 2 ans plus tard, on fait le point sur tout le chemin parcouru depuis. On parle d'ultracyclisme, de performances de réseaux sociaux, d'accidents de la route, mais aussi et surtout de quête de sens. Excellente écoute à vous. Bienvenue Marjorie à nouveau sur le podcast. Plus de 2 ans après, en fait, je pense que par rapport à notre date d'enregistrement initiale, ça doit être pile poil 2 ans plus tard. Ouais, à peu près, à peu de choses près. Bonjour Loïc. Yes, ravi de te recevoir à nouveau. Je te le disais là en off juste avant qu'on démarre, moi j'avais vraiment adoré notre échange pour plein de raisons par rapport à ce que tu faisais à l'époque, ce dans quoi tu te lançais. Enfin, ça m'avait vraiment impressionné. On avait beaucoup parlé de ta carrière en natation synchronisée, de comment tu avais tourné la page de tout ça. Et en 2020, en fin 2021, tout début 2022, c'est quand l'épisode était sorti, mais fin 2021, quand on avait échangé, tu t'es apprêté à te lancer dans pas mal de projets différents, notamment Maki Cycling. J'imagine ton projet qui a pris le plus de place dans ta vie ces 2 dernières années, Effectivement. autour de l'ultracyclisme. Et c'était absolument fascinant en fait ces 2 dernières années de voir tout ce que tu as mis en place, tout ce sur quoi tu t'es engagé, les courses auxquelles tu as participé. Enfin vraiment, je crois que je te l'avais jamais dit. Enfin, je te l'avais jamais dit de vive voix, mais c'est vraiment impressionnant de voir cette énergie que tu as déployée sur ces 2 dernières années. Merci. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un peu le point, de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marjorie ces 2 dernières années et où est-ce que tu as pris du plaisir, où est-ce que quel chemin est-ce que tu es allé explorer. Enfin bon, bref, de faire un petit résumé de cette vie ultra intense. Avec plaisir, merci Loïc. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Je me rappelle que j'avais eu énormément de plaisir lors du premier épisode. Moi, de mon côté, j'ai pris aussi énormément de plaisir à te suivre et à suivre l'évolution du podcast. Je crois que par contre, moi, je te l'avais dit que tu as été une grande ressource lors de mes dernières expéditions à vélo et notamment ma dernière où tu m'as gentiment, et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais partagé des épisodes en avant-première pour venir me soutenir dans cette épreuve, parce que je crois qu'on peut parler d'une épreuve, je pense qu'on y reviendra. Et c'est vrai que juste avant de partir sur mon dernier gros objectif de l'année, j'avais réécouté le premier épisode. En fait, c'est rigolo parce que mes parents sont tombés sur Spotify et puis dans les discussions, alors moi je comptais pas leur dire que j'avais eu des épisodes sur moi, mais dans les discussions, c'est mon mari qui a livré la mèche et du coup, mes parents ont dit: «Ah on va écouter l'épisode» et je me suis dit: «Mince, mais ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus ce que j'ai raconté». Donc je suis vite allée l'écouter pour me dire, être sûre que j'avais pas raconté des bêtises et là je me suis surprise en fait à me redécouvrir aussi 2 ans après ce qui avait été mes vies et puis mes éléments déclencheurs. C'est vrai que moi j'ai tendance à regarder beaucoup en avant, à me donner des objectifs à court, moyen et long terme, mais rarement à regarder derrière moi. Puis là ça m'a fait plaisir, ouais,
de faire ça. C'est, je sais plus où est-ce que j'étais tombé sur ça, mais c'est un exercice qu'on recommande parfois, tu sais, dans les programmes de développement personnel, de Mmh. coaching et cetera, que j'ai jamais fait personnellement, mais qui ressemble un peu finalement à ce que tu as vécu, j'imagine. C'est de s'écrire un mail à soi-même, Mmh. et tu as des services qui te permettent de les expédier, dans, X mois, voire années, tu Ah vois? waouh! Et c'est assez marrant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a surpris en te réécoutant? Il y a des choses que tu avais oubliées ou des éléments de ce que tu vois, que tu partageais à l'époque qui t'ont peut-être ému, par rapport à tout ce que tu as accompli depuis? Bah, émue, c'est vrai que je crois que c'est le terme. Je j'ai été assez émue à m'entendre et puis, bon là ça date un petit peu parce qu'on est au mois d'octobre et j'ai écouté ça au mois d'août. Mais ce qui me revient en tête, là maintenant de but en blanc, avec ta question, c'est, cette histoire de communauté. Mmh. Le fait d'avoir trouvé dans le cyclisme de longue distance une communauté à laquelle j'avais envie de faire partie et puis ouais, cette communauté en développement et puis cette découverte, en fait. Et c'est vrai qu'en entrant dans le domaine du cyclisme, dans le triathlon précédemment, puis après dans le domaine du cyclisme de longue distance, c'est plein de découvertes et j'avais pas oublié, mais c'est vrai que c'était une émotion qui était moins forte et j'ai aimé, revivre ça, en fait, à travers le podcast. Excellent. Mmh. Ah et c'est vrai qu'il y avait eu le triathlon, Ouais. je me rappelais de la natation synchronisée. Je me rappelais surtout, et je sais pas si tu y penses des fois, de ce médecin qui avait fini par t'annoncer de but en blanc que tu n'étais pas faite pour le sport. Ouais. Et assez régulièrement, quand je vois ce que tu fais, je me dis: «Punaise, mais» j'ai de temps en temps, tu vois, des invités comme toi qui font mentir la science, et je trouve ça assez dingue, en fait, C'est vrai que heu je t'avoue qu'en le réentendant, c'est comme si mon esprit avait complètement zappé cette histoire, alors que finalement, c'est le ah ouais. fondement un peu de tout ce qui m'anime aujourd'hui et c'est là où c'est intéressant justement cette démarche, rétrospective parce que ben, en réécoutant le podcast, je me suis dit: «Mais oui, en fait, c'est ça qui m'anime» et en ce moment, bah, je pense qu'on y reviendra aussi plus tard, mais je suis dans une période, où je me pose beaucoup de questions sur, ce que j'ai envie de faire, surtout au niveau sportif et puis, de quel est le but à tout ça et le sens à tout ça. Parce que c'est vrai que, bah, je suis très présente sur les réseaux sociaux, sur, YouTube, sur Instagram et parfois, j'ai l'impression que le but qui s'affiche en premier lieu, c'est le fait de faire du like, de faire de la visibilité, le fait Mmh. d'enchaîner des courses et puis de pouvoir peut-être, valider une to-do list et puis en même temps, c'est quelque chose qui m'a jamais trop animée et ces derniers temps, je me suis un peu posé les questions, mais finalement pour qu'est-ce qui m'a amenée à faire tout ça? Et en entendant le podcast, je me suis dit: «Mais oui, moi en fait, c'est vrai, c'est on m'avait dit que je pouvais pas le faire, puis c'est aussi pour ça que je le fais». Donc ouais, c'est joli de se réentendre, quelques années après et finalement, c'est pas si loin, Excellent. mais mon Dieu, ce qu'il s'en est passé des choses. C'est clair, c'est clair. Bah, on va peut-être commencer par ce qui, en tout cas, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression est le projet qui a pris le plus d'ampleur, c'est, ta chaîne Mmh YouTube. mh. Aujourd'hui, tu considères du coup que quoi? Que tu es devenue une youtubeuse qui fait de l'ultracyclisme ou une ultracycliste qui partage tout ça sur YouTube? Alors, ni l'un ni l'autre. Je dirais que je suis juste, une passionnée qui aime partager et puis, que j'aime partager les choses dans l'authenticité et c'est des fois les choses que je retrouve pas forcément, sur les réseaux sociaux et voilà, moi je fais ça sans aucune prétention. En tout cas, j'essaye de pas le faire avec prétention et puis mon objectif, c'est surtout, de partager les choses pour que d'autres personnes puissent, trouver comme moi une voix qui les anime. Donc, il y a ni une volonté d'être youtubeuse, ni une volonté d'être ultra cycliste parce qu'en fait, je suis pas tellement aventurière malgré tout. Mais c'est plutôt, bah, une volonté de trouver des choses qui me font me sentir vivante et puis, d'amener les autres à trouver, une manière de se sentir vivant et vivante aussi. Et puis YouTube, c'est venu, c'est
peut-être plus YouTube qu'Instagram. En fait, YouTube, c'était venu parce qu'il y avait tellement de monde à un moment qui me posait des questions sur Instagram que ça me prenait trop de temps. À côté de mes activités, professionnelles et étudiantes, je pouvais plus me permettre, de passer autant de temps à répondre de manière détaillée à toutes les personnes qui pouvaient me poser des questions. Par exemple, comment se lancer à vélo? Comment faire quand on est une femme et qu'on trouve pas le bon matériel? Quelle selle choisir? Des questions finalement très pragmatiques. Et puis j'avais à cœur en fait de pouvoir guider toutes ces personnes-là, parce que si je montre tout ce que je fais, c'est justement pour que ces personnes elles osent se lancer. Et puis du coup, on a décidé un jour, c'était ma première épreuve d'ultra, sauf erreur, ou alors ma deuxième, la Race Across France 1000, où la veille du départ, j'ai dit à mon mari, ok, là on va filmer tout mon matériel, parce que j'ai mis tellement de soins à choisir mon matériel que c'est important que je puisse transmettre que tout ce temps passé à, à trouver le meilleur matériel selon moi pour ma pratique, que ça puisse servir à d'autres. Puis du coup, on a très rapidement, on a fait une vidéo à minuit là, parce qu'on a dû la faire en 2 fois, parce que le premier tournage a capoté. Et puis on a fini par faire une vidéo très rapide où je présentais simplement mon matériel. Et puis en fait, il y avait une demande vraiment importante. Donc c'est très vite monté et puis on s'est fait un peu dépasser, je crois. Même si on n'est pas très, voilà, on n'a pas tant de visibilité que ça, mais malgré tout, ouais, en tout cas, il y a eu du besoin à ce niveau-là. Excellent. Bravo du coup au passage à François pour la qualité des vidéos, Ouais, parce que tu travailles avec ton mari pour ça. ouais. Et c'est vrai que c'est super agréable quand tu cherches des tips sur du matos, des retours de gens qui ont utilisé, je sais pas, une selle, Apidura pour pas les nommer ou autre, et de tomber sur des vidéos hyper quali. Mhm. C'est quand même chouette. Alors c'est pas lui qui filme tout le temps, parce que assez régulièrement tu t'aimes bien aussi faire comment on appelle ça, du Ouais, facecam. du vlog. Euh, yes, Ouais. pendant tes sorties vélo, ce qui est aussi très chouette, parce que, enfin en tout cas en tant qu'abonné de ta chaîne, parce que moi on a les retours précis, détaillés sur le terrain de tout ce que tu as pu tester. Je sais que moi tu m'as vachement inspiré avec ta vidéo, la vidéo que vous avez, enfin la série de, je sais plus s'il y en avait plusieurs ou pas. Vous êtes parti sur le Dans les causes, avec le chien. exactement. Comment t'as deviné? Je t'en avais parlé? Non, mais je sais que tu aimes le gravel et Yes. une série, il y a quand même T'es forte. un petit bout de temps, qui a fait beaucoup de retours positifs, c'était justement cette série, avec le chien. Donc en Ah fait, on bah ouais, tire elle est notre incroyable. chien, dans une charrette. Enfin, je tire le Ouais. chien dans une charrette. Ouais, non, elle était vraiment géniale. Et bah moi c'est pour te dire, je suis allé regarder, j'ai même téléchargé. Alors je sais pas si c'est exactement la trace que vous aviez fait, Ouais, mais j'étais tombé sur des traces de l'office de tourisme de Millau, je crois, gravel dans ce coin-là. ouais. Bref, je suis allé rouler. Bon, finalement j'ai pas fait le trip que vous avez fait, mais c'est quand j'ai vu ta vidéo que je me suis dit, mais en fait c'est accessible, c'est possible de faire des trucs comme ça en France. Ouais. Et donc voilà, tout ça pour dire bravo à François et bravo à toi, parce que c'est vrai que la qualité des vidéos, plus quand même le fait que vous creusez un peu les sujets dont vous parlez, voilà, c'est une vraie incitation à se bouger et aller s'essayer au vélo. Ouais, je te remercie et puis c'est vrai que je pense que c'est une parenthèse, qui n'en est pas tant une. Vraiment, parler de François aussi parce que, en fait, toute cette histoire, tout ce dont on va parler, que ce soit les vidéos, tu parles des vidéos, lui il filme mais il monte aussi les vidéos, donc même quand je suis face cam, quand on fait un vlog, c'est lui qui fait tous les montages derrière. Mais aussi toutes les photos, enfin les belles photos, hein, parce que j'ai aussi des photos que je fais moi-même qui sont moins belles, mais toutes les belles photos aussi qui vont être sur mon compte, ça va venir de lui. Et puis ensuite, toutes les épreuves auxquelles je participe, ça va être aussi grâce au soutien de François. Donc en fait, c'est vraiment souvent ce qu'on a tendance à dire, c'est que il y a Marjorie et puis il y a Maki Cycling, mais Maki Cycling, en fait, c'est un duo, c'est un tout. Puis c'est pas seulement Mhm. un duo, c'est aussi il y a un chien, il y a toute une aventure derrière. Maintenant, on a un van et puis c'est vrai que je partirais jamais traverser la Grande-Bretagne à vélo sur une course si j'avais pas ce setup-là. Parce que comme je le disais avant, je Mhm. suis pas tellement une aventurière en fait. J'aime juste dépasser mes limites. C'est rigolo de t'entendre dire toi que t'es pas tellement une aventurière. Oh quand on entend les personnes
que tu invites sur ton podcast, je pense qu'on s'entendra rapidement pour dire que je suis pas une aventurière. Mais pour en revenir sur le setup, comment est-ce que tout ça, c'est parce que tu disais que la chaîne YouTube en particulier a vraiment pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Mmh. Il y a des choses que vous avez dû ajuster avec François sur la manière dont vous travaillez, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec ma femme, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi ces petits challenges. Mmh. Que ça va être super sur certains aspects, mais peut-être aussi un peu challengeant quand quand les choses s'accélèrent vraiment. Ouais, bah, oui, alors, bon après avec François, on a la chance de très bien s'entendre. Alors c'est pas venu tout de suite, hein, on a dû travailler dans notre relation pour bien s'entendre et puis pour bien se comprendre. Puis maintenant on a gagné, aussi cette capacité-là à bien pouvoir, communiquer et métacommuniquer et du coup, on a évolué dans notre couple et puis depuis qu'on a commencé aussi à faire nos vidéos, on a évolué. Au début, on faisait beaucoup, des vidéos, alors plutôt, face cam où, on prenait une thématique et puis, moi j'étais assise, sur une chaise et puis, j'expliquais tout. Et puis voilà, c'était une grande, grande préparation parce qu'il fallait que j'épluche, les sujets et que lui aussi quand après il travaillait la vidéo, il fallait qu'il comprenne bien quelle était ma structure dans la vidéo, qu'est-ce que je voulais faire ressortir pour pas qu'il coupe les parties qui pour moi étaient importantes. Mhm. Parce que François fait du vélo, mais n'a pas la même pratique que moi, ne porte pas la même importance aux éléments que moi j'ai envie de transmettre, parce que c'est pas non plus une femme, c'est pas une personne qui va se lancer dans de l'ultra, donc il perçoit pas exactement les mêmes choses. Puis en fait, ça nous prenait énormément de temps. Souvent, c'était des choses qu'on faisait le soir, et puis si à 20h, parce qu'on attendait qu'il fasse nuit pour avoir des bonnes conditions pour faire les vidéos, et puis si à 20h, 21h, on n'était pas prêt, moi j'avais pas fini mes petites feuilles de récapitulatif, mais en fait c'était une vidéo qui tombait à l'eau, puis après on se faisait vite embarquer en se disant ah mince, on n'en a pas publié depuis plusieurs semaines, mois, il faut absolument qu'on en publie. Et puis c'est aussi de là où on s'est dit finalement on va faire plus de vlogs, parce que les vlogs ils ont Mhm. marché. Et puis le vlog, en fait, moi, quand je suis dans ma pratique, je sais ce que j'ai envie de dire. Et puis moi, je parle plus de mon ressenti, de mon expérience. Puis finalement, c'est ça que j'ai envie de transmettre davantage que des produits, des tests de produits. Alors, tester un produit, oui, mais je vais dire ce que moi, j'y gagne, plutôt que d'en faire de la promotion. Puis ça, c'est aussi une chose qu'on a finalement modifié aussi un petit peu dans nos pratiques. C'est qu'au début, on avait peut-être plutôt une volonté de nous faire connaître, peut-être d'avoir des partenaires et puis pouvoir tester différents outils. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça qui nous plaisait. Ce qui nous plaisait, c'était vraiment de pouvoir avoir une certaine liberté dans les produits qu'on allait employer et puis de partager l'expérience. Donc on a évolué. Et puis pour aussi qu'on survive à tout ça sans que finalement notre couple ce soit les vidéos seulement. Ça c'est juste un petit point à part. Et puis après, on a les compétitions auxquelles je vais participer, c'est un choix commun. C'est-à-dire que François voulait visiter l'Écosse, alors on est parti en Écosse cet été. Moi, j'aimerais pouvoir partir du côté de l'Albanie, Monténégro. Donc, je pense qu'un de nos prochains voyages, ce sera dans ce coin-là. Et puis, du coup, les endroits où je vais, c'est aussi les endroits qu'il veut visiter. Et puis, par extension, au début, alors il ne m'a pas suivi sur toutes les courses, mais souvent il est quand même pas très loin quand je fais une course. Et puis au début, il dormait dans le coffre de la voiture, donc on a aussi adapté le setup pour qu'il puisse être plus confortable. Donc depuis quelques années, enfin non, depuis 1 année et demie maintenant, on a un van. Comme ça, moi je fais mon épreuve et lui de son côté, il fait ses vraies vacances et on se retrouve à l'arrivée. C'est un Californien, Oui, le van? Ah, excellent, ouais, le on a rêve. beaucoup de chance, on a beaucoup de chance. J'adore. Fabuleux. On en arrive du coup au sport. Là, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes des épreuves auxquelles tu as participé et le fait que François t'accompagne sur la plupart. Ouais. Depuis 2022, donc à ce moment-là, tu avais déjà fait la RAF 1000, c'est ça? Oui, je pense Quand que on je avait venais de la enregistré. faire, ouais. Ouais. Oui, puisque j'avais écouté un épisode de podcast Capsule, il me semble, où tu avais été interviewé, si j'ai bonne Oui, mémoire. c'est vrai, ouais, avec Arnaud. Depuis, exactement. Depuis, il y en a eu énormément d'autres.
Alors on va pas toutes les faire parce que sinon on pourrait faire une mini-série de 30 épisodes tellement tu en as fait. Mais est-ce qu'il y en a en particulier qui t'ont marqué? Ouais, Et je parle pas forcément du résultat de la performance, mais plus, tu vois, de l'expérience que tu as vécue, ouais. qu'elle soit super positive ou au contraire qu'il y a eu des challenges, mais des challenges qui t'ont fait progresser. Moi, une épreuve qui a vraiment été, très marquante parce qu'elle a été très positive, elle m'a permis, de me transmettre énormément d'émotions, c'était la Desertus Baicus en 2023, que je me souvienne bien. Ouais, 2023. Non, j'ai des doutes là. Oui, 2023, excuse-moi. Donc, oui, ça a été une expérience, mais j'ai quand même un doute. Attends. On s'est parlé en 2022. On s'est parlé fin 2021, ouais, Ah, fin et l'épisode est 2020. sorti début 2000. Ouais, et l'épisode est sorti tout début 2022. OK, non, alors j'ai fait la Desertus Baicus 2022. Il me semblait bien qu'il me manquait une année, dans dans ce calendrier et ça a été une superbe expérience parce qu'en fait, alors la Desertus Baicus, c'est une épreuve, d'ultra où on a, quelques checkpoints. On a le départ qui se trouvait à Anglet, donc vers Biarritz et puis le point d'arrivée qui, se trouvait non loin de Malaga, donc au sud, de l'Espagne et avec, 4 je crois, 4 points auxquels il fallait passer et là, c'était, à chaque fois des milieux de zones désertiques en Espagne. Puis alors là, ça a été, ouais, la grande aventure, déjà dessiner sa propre route. C'était la première fois que je participais à une épreuve d'ultra où il faut dessiner sa propre route. Donc parfois, elle est dessinée pour nous et puis on peut mettre simplement le cerveau sur off. On sait qu'on va croiser plein de monde et puis, on sait qu'on n'a pas besoin de jouer sur cet aspect stratégique. Et puis les courses où on a un point de départ, un point d'arrivée, souvent des points intermédiaires. Et puis là, alors, c'est les stratégies de savoir est-ce qu'on va plutôt prendre les zones montagneuses, est-ce qu'on va plutôt prendre les routes, les routes un peu droites, mais peut-être plus fréquentées. Et puis, là, ça veut dire qu'en fonction de la route qu'on choisit, vu qu'il existe des multitudes de possibilités, on se retrouve vraiment isolé sur la route. Et puis, alors ça, c'était une épreuve incroyable. J'ai quitté l'océan pour arriver du côté de la mer Méditerranée. Ça a été, en fait, ma tête n'arrivait pas à se résoudre sur le fait que j'ai pu traverser en fait l'Espagne du nord au sud et rejoindre l'océan à la mer Méditerranée. Enfin souvent moi j'ai un peu des choses comme ça dans ma tête qui me résonnent fortement, à même titre que quand je vais faire un tour à vélo, j'aime beaucoup aller regarder sur Strava. Alors je m'en fiche complètement de la performance parce que je suis pas quelqu'un de si performante que ça, mais par contre, j'adore voir le tour que j'ai fait et me dire, mon Dieu, il y a tous ces villages que j'ai traversés et de voir en fait l'ampleur du chemin parcouru. Et puis là, de me dire que j'avais traversé un pays, que j'ai rejoint l'océan à la mer, ça m'avait créé beaucoup d'émotions. Et en plus de ça, de découvrir des zones désertiques dans un pays non loin de chez moi. Donc moi, j'habite en Suisse. Alors que pour moi, les zones désertiques, il fallait changer de continent. Donc Mhm. ouais, c'était vraiment une très, très, très belle expérience avec, que des gens fantastiques, un organisateur vraiment, génial et puis, d'ailleurs, on a fait, 4 vlogs dessus, des très jolies vidéos selon moi, mais peut-être que mon discours est orienté évidemment, mais ouais, ça, c'était une très, très belle expérience. Heu, j'ai pu vraiment alors comme je disais, je considère pas que je suis vraiment une aventurière parce que je suis frileuse dans l'aventure. C'est-à-dire que, moi, je suis infirmière, de profession initiale. Je suis spécialisée en soins palliatifs. J'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes mourir. C'est d'ailleurs une des choses qui m'avait, lancée, dans le sport, je sais pas si on en avait parlé, mais voilà, c'est une des choses qui m'avait lancée dans le sport, de me dire: «Il faut vivre sa vie quand on a l'opportunité de la vivre» et puis, du coup, je sais que la vie peut lâcher très vite. Que parfois ça tient à un fil et du coup, moi je vais pas avoir tendance à me mettre en danger. Je vais très rapidement me dire: «Ouh mais là, hypothermie, ouh mais là» enfin voilà, j'ai tendance à voir un peu le danger partout donc c'est ce qui fait que je peux pas me permettre d'être vraiment une aventurière et puis c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu porté, défaut sur, mes épreuves cette année. Je pense qu'on en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, ça c'était vraiment pour moi
la plus belle épreuve que j'ai pu faire en découvrant aussi des très belles personnes et puis, ouais, en vivant des émotions extraordinaires. Ça donne envie. Ça Ouais. donne envie de de regarder, ce dont il s'agit exactement, la Desertus Bacchus. Par curiosité, toi, tu avais fait, quel choix? Si tu me dis si je dis, des bêtises, Mmh. mais, moi, ce que j'ai retenu de tous les gens qui ont participé, c'est qu'en gros, pour faire très simple, tu as 2 grands choix. Soit tu restes vraiment que sur la route, soit tu peux essayer de faire un peu plus court, mais, en tout cas en kilomètres. Ouais. Mais c'est sur des chemins, plutôt type, gravel. Ouais, C'est ça en ouais, ouais, gros? c'est ça en gros. Moi, je prends toujours le mauvais choix. Heu, donc ouais, la première année où je l'ai fait, je pensais vraiment pouvoir être plus rapide en passant par différents endroits et puis quand je comparais sur la carte, effectivement, j'avais pas forcément pris les meilleurs choix. Maintenant, moi, ce que j'ai tendance à faire, que ce soit du gravel ou de la route, c'est pas forcément ça qui m'importe, mais je vais prendre des routes qui sont peu fréquentées. Ça a Mmh. toujours été, les choses que je recherchais et en 2023, bah, j'ai eu la mésaventure de me faire, shooter par une voiture sur une épreuve et puis du coup, j'ai reparticipé à la Desertus Bicus, cette année, en 2024 et puis, bah, là, j'ai visé tous les plus longs chemins gravel pour essayer d'éviter, les routes et puis pour, cette fois prendre du plaisir dans le gravel avec vraiment pas la volonté d'aller vite. Parce qu'effectivement, bah, quand on décide de faire, là sur, un bout, je crois que j'avais fait 50 kilomètres de gravel alors que les autres ils avaient réduit à 5. Bah, c'est vrai que j'ai pas gagné Ah du oui. temps. Mais par contre, je me suis vraiment retrouvée dans des endroits, bah, fabuleux en fait, parce que des endroits où il y avait personne, où il y a personne qui a décidé d'aller là-bas, parfois des endroits où j'ai dû porter mon vélo et puis en même temps je l'ai vécu à fond quoi, du coup. Excellent, Ouais, excellent. Alors tu viens de le mentionner, 2023, tu as eu, une mauvaise ouais. expérience, sur la route. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, donc en 2023, pour moi, c'était une année, charnière parce que, bah, j'ai commencé, l'ultra en 2020, je crois, avec une épreuve de 300 kilomètres. Après, j'ai fait en 2021 une épreuve de 1000. Puis moi, je suis quelqu'un de très fragile, donc tu l'as dit aussi en trame de fond, ou je suis pas sûre que tu l'as dit, on l'a peut-être dit en discussion avant. Un médecin m'avait dit en 2020, non en 2018 excusez-moi, qu'en fait, j'étais pas faite pour le sport et que je me blessais tellement qu'il fallait que j'arrête, la pratique sportive telle que j'aimais la faire, donc triathlon, cyclisme de longue distance, même si j'étais pas encore là-dedans, mais j'aimais bien enchaîner les kilomètres et puis, du coup, bah, voilà, je l'ai pas écouté, ça m'a bien réussi donc j'ai pu, faire toutes les épreuves que je voulais par la suite, mais en ayant vraiment comment dire? Ouais, une attention particulière au repos, au stretching et tout ça et puis, plus tard, bah, dans mon parcours sportif, j'ai compris que j'avais un syndrome qui s'appelle le syndrome, d'Ehlers-Danlos. C'est une problématique d'hypermobilité donc en fait, je me blesse très, très vite. C'est pour ça que, bah, au moment où le médecin avait dit: «Oh non, tu es pas fait pour faire le sport», bah, en fait, personne comprenait ce que j'avais parce que je me fracturais les jambes de fatigue, très rapidement. J'avais des inflammations partout, donc j'étais très régulièrement avec des cannes, à devoir annuler toutes mes épreuves. Ça avait été un parcours très difficile pour moi et puis, depuis 2018, je me suis plus vraiment blessée et en commençant le cyclisme de longue distance en 2020, bah, je m'étais dit: «Je vais augmenter progressivement et puis si je veux pouvoir faire, une épreuve plus longue», à ce moment-là, je voulais faire la Race Across France 2 600 kilomètres. Je savais qu'il fallait que je mise sur la durée et que j'enchaîne, en fait, plusieurs années, d'épreuves pour enfin pouvoir, arriver à cette distance-là. Ma problématique, je pense, ça allait pas être trop le cut-off parce que finalement le temps disponible pour faire cette course, il était pas très long. Maintenant, je me rappelle plus exactement, ça doit être 8 ou 9 jours pour, 2 600 kilomètres. Mais après j'ai quand même un bon fond, sportif, grâce à la natation synchronisée, mais c'était plutôt, le risque de blessure. Du coup, en Mmh. 2023, bah, j'avais enchaîné quelques années, de cyclisme de longue distance. Je me sentais enfin, prête pour faire cette épreuve au mois de juin, donc je crois que le départ devait être le 20 ou le 22 juin et j'ai enchaîné des épreuves, sur le début d'année pour pouvoir être fin prête et puis là, c'était au mois d'avril. Hem,
Maintenant, j'ai un blanc sur la date. Et puis, je faisais la Race Across Paris. Et je sais pas, moi je suis assez intuitive, c'est-à-dire que quand je me lance sur une course, je me visualise à l'arrivée. Et puis parfois, j'arrive pas à me visualiser à l'arrivée. Et il se trouve que quand je me visualise pas à l'arrivée, bah, c'est que j'y arrive jamais. Et dans ces cas-là, enfin dans cette épreuve-là, je me visualisais pas. Puis pendant toute l'épreuve, j'essayais de discuter avec moi-même en me disant mais tu te visualises pas, mais peut-être que c'est juste que voilà, tu te fais trop de soucis, tout va bien se passer. C'était une épreuve aussi où mon mari ne m'avait pas accompagnée, donc j'étais seule à Paris, enfin avec un ami. Et je me disais, bon, bah, tu te visualises pas simplement à cause de ça. Puis à 4 kilomètres de l'arrivée, je me dis, bon, bah là, c'est bon, quoi. Tu peux commencer à te visualiser parce qu'en fait, tu es tellement proche que plus rien peut t'arrêter. Et ben, en l'occurrence, 3 kilomètres avant l'arrivée, j'étais sur une route principale qui était traversée par une route secondaire. Et puis là, j'ai deux voitures qui m'arrivaient par la droite et je me suis dit: «Bon, là, c'est sûr, ils vont pas te laisser passer». Donc je me suis relevée et puis effectivement, la première voiture m'a coupé la route. Puis la deuxième voiture s'est arrêtée. Donc je l'ai remercié, il m'a semblé le voir, me faire un signe de tête. Et quand je me suis avancée devant son pare-choc, il a démarré sur moi. Donc en fait, j'ai été projetée de l'autre côté de la route. Et puis bah, là, ça a été le début d'une nouvelle aventure. Euh, Physiquement, j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec la problématique que j'ai d'hypermobilité, en fait, je me casse rien. C'est-à-dire que j'ai été vraiment sauvegardée de fractures, en particulier grâce à ce syndrome-là. Par contre, j'ai eu des lésions profondes au niveau des genoux, où là, en ce moment, j'ai encore des douleurs dans le genou droite. J'ai eu des problématiques au niveau vertébral avec une vertèbre abîmée depuis qui ne me permet pas de rester assise très longtemps. Et puis, bah, plus problématique que ça, j'ai fait une grosse dissociation psychique. Donc, je suis sortie de mon corps, je me suis vue mourir. Puis ça, bah, ça Ah m'a... ouais. Ouais. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. C'est vraiment une épreuve en soi, en fait, de se remettre de ce genre de problématique. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Ça m'a pris plusieurs mois pour que mon cerveau se remette à fonctionner. Ouais. Donc voilà, ça me fait me prendre des choix tout différents maintenant sur la suite de mes épreuves sportives. Et bien évidemment, bah, j'ai dû annuler la participation à la Race Across France cette année-là. Et si je dis que c'était une année charnière, c'est-à-dire que bah, ça faisait 4 ans, enfin 3 ans que j'avais plein de projets en tête. Et puis l'année 2023 devait tout, enfin ça devait être la consécration de tout. Ça devait être justement faire cette épreuve qui m'appelait depuis tant d'années. Et puis pour fêter en fait la fin de ma reconversion professionnelle que je devais finir cette année-là. Donc voilà. Ok. Hmm. Et pour terminer sur du coup, l'accident, Mhm. t'as compris ce qui fait que cette personne a redémarré au moment où tu passais devant sa voiture alors qu'a priori il t'avait vu? Non, Ok. non, je peux faire que des suppositions. Quand je suis quand je suis dans une bonne journée, la supposition, c'est que, bah, ce monsieur était sur son téléphone ou je ne sais pas ce qu'il était en train de faire, mais il était simplement pas attentif et que probablement il s'est arrêté ouais, par habitude. Ça devait être une route on l'empruntait régulièrement et puis du coup, il a même enfin, je pense qu'il a pas ouais, il s'attendait pas à avoir une cycliste à 8 heures du matin, sous la pluie qui passerait devant ses roues. Donc ça, c'est la partie optimiste. Et puis après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'en fait, à Paris, il y a de plus en plus de malveillance auprès des cyclistes. Il y a de plus en plus aussi d'atteintes volontaires à la sécurité des cyclistes. Et puis, bah, quand je suis dans un peu moins bonne humeur, bah, je me dis, bah, peut-être qu'il a vraiment essayé de me tuer. Donc je sais pas. Hmm. Mais ça, je crois qu'on pourra jamais le savoir vraiment. Ouais, ça c'est pas évident, ouais. Mais Moi donc, je sais ouais. que c'est Ouais, toi, t'as vécu un gros je accident, hein? ouais, et pareil, je me suis toujours posé parce que c'était comme toi, une route déserte, un rond-point, bah, là pour le coup il pleuvait pas, tu vois? Donc visibilité absolument parfaite, pas un seul nuage,
soleil face à moi, donc sur le côté pour lui. Enfin bon, bref, d'un point de vue purement objectif, il y a aucun élément qui peut être retenu pour dire qu'il m'a pas vu ou. Mmh. Et du coup, ouais, effectivement, tu te poses la question, quoi. Surtout que moi, en l'occurrence, il a essayé de se barrer. Donc, Ouais. mais bon, ouais, comme tu dis, bah, c'est là. Maintenant que c'est là, il faut composer avec et ça, c'est propre challenge. Mais bon. D'ailleurs, si je me souviens bien, cet accident, c'était lors de ta préparation Ironman 2018 et c'est là où on Ouais, aurait pu se croiser, à Zurich. exactement. Ah, t'as une super mémoire. Ouais, ouais, exactement. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, ils le font plus à Zurich, il Non, me ils le semble, font plus, ouais, l'Ironman. c'est à Thun Il est à maintenant. Interlaken? À Ouais. Thun, ok. Ok, ok. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. C'était pour cette préparation-là. Je faisais un Bâle Zurich à vélo, qui pour moi était une grosse sortie à l'époque. C'était 90 km. Et ouais, tout à fait. C'était pour préparer ça. Ouais. Euh, ok, donc accident. Et donc là, on était en avril, hein, tu disais 2023. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Ça a été quoi ton cheminement pour finalement retrouver du plaisir à vélo et reprendre ta pratique? Et je te demande parce que bah, moi justement, c'est une question vraiment intéressée parce que moi il m'a fallu, je continue à faire du vélo taf, mais j'en avais à peu près pour un quart d'heure aller-retour tous les jours sur des itinéraires vraiment où il y avait quasiment pas de trafic. Mmh. Mais reprendre du vélo, c'est-à-dire, moi je me disais, j'étais convaincu, je me disais non, mais là on vivait en Suisse, maintenant on est rentré en France. L'accident il m'est arrivé en Suisse, en France c'est encore pire sur la route. Je veux pas refaire de vélo en France. Il m'a fallu du coup, plus de 4 ans. Oh 4 ans pour waouh! tu vois, me réinstaller sur une selle et aller faire du vélo sur la route avec des voitures pour un trajet autre que vélo taf, quoi. Ouais, Donc je serais curieux de savoir comment toi t'as fait pour, j'ai l'impression, reprendre quand même assez vite et a priori retrouver du plaisir. ouais. Après c'est pas fini, hein. Et Ouais, ouais, j'imagine. Ouais. ouais, ça prend encore du temps et puis, déjà ce que j'aimerais dire, c'est que moi, une des grandes difficultés que j'ai vécues, c'est que les traumatismes, ils étaient pas visibles. C'est vrai qu'alors j'avais un bout d'arcade un peu arraché, des plaies sur le visage et puis, bah, un doigt enfin, comme il m'a ramassé par le côté, j'avais une main qui avait été écrasée contre la voiture, les 2 genoux qui avaient de la peine à refonctionner, mais bah, tout ça, c'était assez rapidement, heu, ouais, comment dire? Cicatrisé et puis, bah, très rapidement, ça se voyait plus, le traumatisme. Et puis du coup déjà, j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de devoir prendre le temps de se reconstruire, Mhm. alors qu'en fait plus rien n'est visible et que tout le monde peut considérer le fait que, bah, on voilà, c'est bon, il faut qu'on arrête de se plaindre et puis qu'il faut qu'on avance. Surtout quand on a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, mais ça c'est, qu'une part, hein, parce que, bah, au travail non plus, hein, ils comprennent pas pourquoi, une fois que qu'on a la main, qui est plus emplâtrée, qu'on a les cicatrices qui sont plus visibles, bah, pourquoi est-ce qu'on peut plus travailler, comme avant? Puis c'est vrai que moi j'ai quand même mis, plusieurs mois, pour être capable d'utiliser à nouveau mes capacités cognitives, et puis pour un ordre d'idée aussi, bah, moi qui étais en train de faire une recherche pour, finir ma reconversion professionnelle, j'ai mis 9 mois avant de pouvoir à nouveau ouvrir un livre. Donc, Wow. enfin même lire une étude, c'était impossible avant ça. Donc voilà, moi ouais, avant d'entrer dans un peu mon parcours, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est vrai que, bah, sur les réseaux et tout ça, on entend beaucoup: «Oui, il faut remonter très vite sur le vélo, faut» et puis on voit tellement de choses qu'on se dit: «Bah, en fait, c'est pas normal de pas être bien, il faudrait être bien tout de suite et puis, revivre sa vie comme c'était le cas avant». Hmm. Donc déjà, pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Ça l'est pas encore aujourd'hui, plus d'une année après, l'accident. Par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été, très vite et très bien accompagnée. Donc je suis allée voir mon médecin du sport, en Suisse qui m'a, bah, très vite, demandé d'aller voir une psychologue qui serait, en fait, prise en charge par, l'association d'aide aux victimes.
Donc, quand on est victime d'un accident de voiture ou tout autre, enfin qu'on est une victime de la vie, mais ça peut être dans d'autres cadres, on a le droit d'avoir un accompagnement particulier qui est pris en charge par l'État. Donc là, dans les 2 semaines, je pense, post-accident, j'ai pu être suivie par une psychologue qui m'a aidée en fait. Je me rappelle avoir écouté un de tes épisodes et je crois que toi, tu as fait la formation aussi de l'accompagnement Ouais, d'urgence ou yes. pour pouvoir se remobiliser rapidement et puis passer au-delà d'un traumatisme. C'est C'est ça, ouais. ouais, En gros, l'équivalent, je sais pas s'il y a un terme équivalent en Suisse. En France, tu sais, ça s'appelle le PSC1, premier secours civil, je crois. Donc, ouais. c'est vraiment les gestes physiques, physiologiques, que je suppose tu connais très bien en tant qu'infirmière, mais typiquement le massage cardiaque, voilà, ou ce type de choses. Et la formation que j'ai fait, c'est suite à un épisode avec une femme qui est spécialisée là-dedans. C'est l'équivalent, mais psychique. Psychique, ouais. Ouais, donc c'est que quoi faire. Alors c'est très rapidement après un incident, la fenêtre de tir, c'est idéalement moins de 6 heures, maximum 12 heures. Ouais. Mais que faire en fait pour déchoquer quelqu'un? Typiquement d'un accident, alors un accident de la route, mais ça peut être aussi un accident domestique. En fait, c'est tout type de situation où tu es confronté à une sensation de mort immédiate, Mmh. que ce soit la tienne ou celle de quelqu'un qui est autour de toi. Donc ouais, c'était absolument passionnant et je suis bien content d'avoir fait maintenant et bravo à toi d'avoir fait cette démarche parce que bah, souvent, comme tu dis, en fait, on s'occupe des bobos physiques, ce qu'on voit, Mmh. et on s'occupe pas des bobos psychiques qui sont pourtant un peu plus compliqués à guérir. Ouais, ouais, exactement et puis, bah, du coup, j'ai pu être prise en charge par une psychologue, donc je sais pas si c'est exactement le même protocole, que justement tu as pu présenter dans l'épisode dont avec, cette personne qui était, formée là-dedans. Mais, très rapidement, en fait, on a considéré, le choc, donc on a, voilà, c'est un certain protocole où il faut travailler sur les émotions, sur le vécu, où on essaie de décortiquer, en fait, chaque élément pour pouvoir les prendre, un peu de manière parallèle les unes aux autres et puis faire en sorte que tout ne soit plus complètement imbriqué. Donc on a travaillé sur ça et puis à côté de ça, bah, que ce soit la psychologue ou le médecin du sport me disait: «Il faut absolument que je retourne le plus vite possible sur un vélo». Donc bon, au début, ça a été un peu compliqué parce que j'avais vraiment de la peine à me mobiliser, à pouvoir plier mes genoux. Donc j'ai commencé à me mettre sur mon home trainer après quelques semaines et puis, je dirais peut-être 1 mois et demi, après je suis montée sur un vélo et puis bah, là, je me suis entourée de mes amis, en particulier, une amie qui m'est très chère, Marine, qui est venue me chercher, finalement chez moi alors qu'elle habite pas, du tout à côté. Donc elle est venue me chercher chez moi pour, m'accompagner faire du vélo. Puis là, ça m'a beaucoup touchée parce que, bah, en Suisse, j'œuvre beaucoup pour la féminisation du cyclisme et puis j'organise depuis quelques années maintenant, très régulièrement des sorties à vélo, mixtes, mais aussi pour les femmes. Puis là, bah, en fait, j'avais un peu un retour, de tous ces agissements parce que c'est une Mhm. personne qui était que j'avais accompagnée, à vélo, qui elle était venue me voir pour, m'accompagner sur ma reprise du vélo. Donc c'est là aussi où je me dis parfois les réseaux sociaux ont vraiment, du bon et nous permettent de faire des belles rencontres. Donc là aussi, bah, j'ai eu des manifestations de soutien qui m'ont permis aussi de me relancer et puis j'ai un peu, réenvisagé, ma pratique du vélo. Donc moi, je le pratique plus tellement, comme avant, c'est-à-dire que je fais beaucoup moins de vélo de route. Je suis beaucoup plus à faire du vélo, de gravel ou du VTT. Quand j'organise des sorties à vélo, quand je vais faire du vélo, je vais, tracer des chemins qui passent, presque pas sur des grandes routes. Donc des fois on rigole, enfin les mes amis rigolent un petit peu parce que c'est un petit peu l'aventure quand on part à vélo avec moi. Parfois on va se retrouver sur des routes qui sont pas toujours très bien lavées et puis, ouais, il y a toujours un petit peu, cette blague, quand on vient faire du vélo avec moi parce qu'on sait jamais si on doit mettre des pneus gravel ou pas. Mais voilà, ça, ça a été, une manière aussi de vraiment un petit peu, retourner, rapidement sur le vélo. Puis, bah, surtout aussi en considérant, mon psychique et j'ai aussi pris beaucoup de temps à donner du sens à mon accident. C'est vrai qu'il y a un moment où je pouvais que ressentir, une grande colère, envers cet automobiliste et puis j'ai appris aussi à ressentir d'autres choses.
peut-être ressentir de la compassion aussi, à me dire mais finalement lui il a dû vivre aussi potentiellement quelque chose de terrible en shootant quelqu'un, parce que en tout cas moi je suis angoissée à l'idée que ça m'arrive un jour, parce que je pense que ça peut nous arriver à toutes et tous malheureusement, d'avoir un moment d'inattention à vélo, en voiture ou en scooter ou j'en sais rien. Et puis après j'ai aussi réfléchi, qu'est-ce que cet accident venait signifier dans mon parcours. Moi j'ai un parcours où je suis très engagée sur plein de choses. Il faut qu'il y ait aucun moment de libre dans ma journée, dans ma vie, parce que sinon je m'ennuie. Et puis alors ça c'est un de mes gros défauts, c'est que j'aime pas du tout m'ennuyer. Et là, je pense qu'au mois de 2023, j'ai mis tellement de choses dans ma vie entre cette reconversion professionnelle, cette étude où, alors j'ai pas fait une petite étude, hein, j'ai décidé de faire un protocole à plusieurs cycles, alors que bon, c'est pas du tout c'est pas du tout ça qu'on demande pour un master. Donc je me complique souvent la tâche. Et puis là, en fait, c'était un peu un moment de ma vie où moi-même je me disais, ok, c'est un peu une situation où tu t'es embarqué dans beaucoup trop de choses et il faut faire des choix rapidement parce que sinon tu vas dans le mur. Et puis, en fait, c'est le mur qui est venu à moi d'une certaine manière, parce qu'en plus de ça, cette année-là, j'organisais une course. Donc, je m'étais engagée un peu sur trop d'objets. Donc, en y mettant du sens et puis en réfléchissant aussi, qu'est-ce qui m'a amené à vivre cet événement malheureux et comment est-ce que je peux reconsidérer un peu mes choix pour retrouver un équilibre qui soit un peu plus sain. Je pense que ça m'a permis aussi de dépasser, ou en tout cas d'être en train de dépasser cet événement que j'avais vécu. Merci pour ce partage en toute transparence, Marjorie. Tu m'as fait penser quand tu parlais ce qui était difficile, c'est que une fois que tu avais ta main guérie et tes plaies refermées, les gens comprenaient pas trop que tu sois encore en convalescence. Je vais t'envoyer le lien vers un livre qui s'appelle 53 minutes, survivre et renaître. Je sais pas si tu connais, ça te dit quelque chose? Alors ça me dit quelque chose, mais je me demande si c'est pas toi qui me l'avais partagé. Mais je l'ai jamais lu, donc. De Nicolas Duep. Ouais. Et en fait, c'est super intéressant. Ça se lit très très vite. Pour faire très très court, c'est un entrepreneur parisien qui avait l'habitude de rouler en vallée de Chevreuse. Donc tous les cyclistes parisiens connaissent bien la vallée de Chevreuse. Et qui a fait un arrêt cardiaque sur une sortie. Il a une chance incroyable. Derrière lui, il y a 2 autres cyclistes qui l'ont vu, un médecin et un gars du GIGN. Donc c'est un peu c'est une unité d'élite de la gendarmerie en France. Donc des gens habitués, qui maîtrisent les gestes de premier secours. Ils l'ont gardé en vie en arrêt cardio-respiratoire pendant 53 minutes, d'où le titre du livre. Ce qui est un truc, alors toi, ça doit te parler plus qu'à moi en tant qu'infirmière. Moi, je trouve ça hallucinant, mais apparemment, d'un point de vue médical, c'est un truc, c'est de l'inédit complet qu'on puisse se remettre d'un arrêt cardio-respiratoire de 53 minutes. Ouais. Et donc, il y a plein de séquelles. Le cerveau est irrigué uniquement par le massage cardiaque, en fait. Mais pas complètement. Et donc, forcément, il y a des séquelles. Et lui, il avait aucune séquelle physique. Ouais. Et en tant que chef d'entreprise, il a décidé, il s'est dit, au bout de, je crois que c'était 1 mois, c'est bon, ma société est cotée en bourse, je suis à la tête de tout ça, il faut que je reprenne le travail. Et c'est là, en fait, où sa vraie convalescence a commencé, parce que c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de séquelles qui ne se voyaient pas, des séquelles psychiques. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça lui fait réaliser plein de choses. Déjà, il n'était pas conscient de ces séquelles-là. Et typiquement, c'était des problèmes de mémoire assez sérieux, des problèmes d'élocution, ce genre de choses, mais dont lui-même n'était pas conscient en fait. Et ça l'a amené à globalement à complètement changer sa vie en réalité et à revoir ses priorités. Il expliquait qu'il était un peu ce que tu viens de dire en fait, qu'il avait un agenda toujours plein, qu'il avait de nombreux engagements associatifs pour sa communauté, il était investisseur dans plusieurs sociétés. Enfin bon, bref, un agenda très 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 rempli et que en fait ça l'a mis face à cette réalité que la vie peut s'arrêter à tout instant. Encore une fois, ce que tu disais un peu plus tôt. Et aujourd'hui, il vit une vie qui est très 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 différente.
Ah bah, je me réjouis Donc de lire ça voilà. alors. Ouais, je te l'enverrai et il se lit très très vite et moi il m'a relativement marqué ce livre. Enfin, Ouais, voilà, il soulève quand même pas mal de points intéressants. Donc mais c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment le plus difficile parce que, bah, comme tu disais, moi j'avais ça aussi, des gros problèmes d'élocution où, bah, moi je m'en rendais ah ouais. compte, mais les gens en face, bah, se disaient juste que je cherchais mes mots, mais en fait il y a un moment où j'avais un grand vide, je pouvais plus prononcer un mot et puis je crois que dans ma tête, c'était aussi le vide de me dire: «Mais j'étais en train de dire quoi?» Des gros Waouh. problèmes de concentration, des problématiques de mémoire et puis, moi j'appelle ça une surchauffe, je pouvais très vite faire des crises d'angoisse. Une fois, ça m'a pris en préparant des pâtes, donc on se demande comment Ah est-ce qu'on ouais. peut encore, travailler quand on n'arrive plus à se cuisiner des pâtes et en fait, bah, voilà, les gens n'arrêtaient pas de me comparer aussi avec d'autres, j'avais une amie qui avait fait un accident où en fait, ouais, je crois qu'elle a été distraite pendant qu'elle faisait du vélo et quand elle a regardé devant elle, la voiture, devant avait freiné, brusquement. Donc Mhm. j'aimerais pas dire exactement, ce qu'elle a eu parce que je j'aimerais pas dire de bêtises, mais elle a eu une grosse opération du genou, où, physiquement, elle a une grande convalescence, mais elle a repris le travail quelque chose comme la semaine suivante. Et les gens qui nous connaissaient les 2 n'arrêtaient pas de comparer en disant: «Mais attends, elle a eu vraiment une grosse casse et elle est déjà au travail et puis toi, tu rien eu et puis, tu te coules la vie douce, quoi». Mhm. Et ça a été difficile parce que du coup, j'ai repris le travail, en sachant que c'était trop tôt et puis, bah, j'ai pendant, des mois, donc depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre, j'ai eu cette impression de courir après le train. Mais du coup, on peut pas montrer qu'on court après le train parce que ça veut dire que, bah, on avoue aussi qu'on devrait peut-être pas être là. Potentiellement, on perd les potentialités de promotion, d'être sur les dossiers pour lesquels on Mhm. travaille depuis des années. Mais voilà, du coup, ouais, c'est une épreuve assez difficile et puis en même temps une épreuve très riche parce que je trouve que ça nous pousse à être bien plus ouverts et puis à mieux comprendre aussi le monde dans lequel on vit et puis à comprendre les handicaps invisibles parce que même si aujourd'hui Ouais. je vis plus de situation de handicap, je l'ai vécu et ça m'a permis de peut-être un petit peu mieux comprendre et puis je suis loin du compte parce qu'évidemment j'ai la chance d'être en bonne santé et de ne pas vivre ça au quotidien, mais ça nous remet un petit peu les pendules à l'heure en se disant: «Mais en fait, il y a d'autres choses aussi qu'il faut qu'on considère dans notre vie, dans le monde et qu'on a tendance à complètement, oublier». Ouais, handicap invisible, 80% de handicap, hein. Ouais, Donc là, c'est pareil, hein. C'est le handicap, on a tous, l'image, tu vois, sur les parkings, du petit bonhomme sur son fauteuil, je crois que c'est, moins de 5%, ouais. des personnes en situation de handicap. Donc effectivement, à garder en tête. Hem T'évoquais du coup un peu plus tôt le fait que tu es dans une phase de questionnement, Mmh. comme on en a tous parfois, j'imagine. La tienne en ce moment, elle s'est déclenchée comment et sur quoi est-ce que tu réfléchis exactement? Hem, Bah, justement, ma pratique déjà, c'est vrai qu'en ce moment, je me suis un peu demandé, mais finalement, c'était quoi mon objectif? Est-ce que c'était d'allonger toujours plus la distance? Parce que finalement, je crois pas que ça me remplit. Je crois pas que c'est ça que je viens chercher. Pourtant, c'est dans cette voie que je suis en train d'aller. Donc, est-ce que ça a un sens ou pas? C'est aussi pour ça que écouter, le podcast qu'on avait tourné, il y a quelques années, bah, ça m'a fait du bien de me rappeler en fait pourquoi est-ce que je faisais tout ce que je fais maintenant. Donc il y avait le fait de se sentir vivante, le fait d'accompagner d'autres personnes aussi à ressentir ces émotions-là. Puis du coup, là, ça me donne envie de me rapprocher de ce que j'ai eu fait précédemment. Peut-être d'être plus dans le partage et puis, j'avais voilà, organisé des week-ends d'initiation gravel pour les femmes, ce genre de choses et je sais que ça m'avait beaucoup plu. Donc là, je suis en train de me poser des questions, par rapport à cette voie-là, notamment. Puis après, bah, aussi beaucoup de questions, sur, les épreuves sportives. Est-ce qu'il faut vraiment que je continue déjà de faire des épreuves sportives, enfin plus des courses? Ou est-ce que, finalement c'est pas là où se trouve mon plaisir? Cette année, ce qui m'a vraiment, amenée à me poser toutes ces questions, c'est que, bah, j'ai fait plein de petites courses. Donc quand je dis petites courses, ça va du
du 80 km en VTT aux 350 km en gravel, très engagée, avec beaucoup de portage. Je sais pas si tu l'as vue celle-là. Mais bref, on a fait quelques vlogs cette année avec mon mari. Ça a été assez épique comme saison parce que j'ai eu envie de la remplir d'expériences. Je crois que j'ai vraiment eu envie de me prouver et de prouver au monde que cet accident de voiture ne m'avait pas changé. Alors qu'en fait, bah si, j'ai changé beaucoup avec cet accident de voiture. Et puis je crois faut que je commence à l'accepter. Et en fait, en dehors de toutes ces petites courses que j'ai faites, qui se sont bien passées, mais malgré tout, je ressentais plus le plaisir que j'avais pu ressentir précédemment. Bah, j'ai eu 2 grandes épreuves que j'ai pas finies. La Desertus Bicus, ce printemps que j'ai arrêté au bout de 2 ou 3 jours. 2 jours, j'avais fait la moitié des kilomètres, donc quelque chose comme 750 kilomètres. Et puis j'ai cassé un rayon de ma roue. Puis en fait, très vite, bah, déjà, j'ai pris le départ en me disant: «Je me vois pas à l'arrivée, c'est bizarre». Puis là, évidemment, je me suis dit: «Je me vois pas à l'arrivée, OK, bah, c'est sur cette course que je vais mourir». Ah ouais. Donc j'étais assez anxieuse pendant toute la route en me disant, heu, enfin, chaque virage en me disant: «Ouh là là, c'est peut-être là que tu vas te faire shooter», donc quand même avec un accident qui était quand même bien présent. Et quand j'ai cassé un rayon de ma roue, je crois que c'était ma roue arrière, bah, en fait, c'était minuit, j'étais en folie, franchement, j'étais en feu, ça se passait super bien, j'avais fait une petite sieste, enfin déjà la première journée, il faut que je reprenne depuis le début, je rebrousse un peu. Je suis partie à minuit, j'ai passé une nuit qui était vraiment très très bonne, j'avais vraiment les jambes, pas du tout de fatigue, très très fière de moi, je me suis sentie vraiment très bien entraînée, donc j'étais très très contente, avec un super matériel, parce que j'ai vraiment pris le temps aussi à reconstruire mon matériel, donc là j'avais enfin mon matériel qui était au top. Heu, je fais une première nuit parfaite, une journée, où j'ai fait une grosse insolation, donc j'ai fait 350 kilomètres sur la journée en vomissant, en m'arrêtant tous les 5 kilomètres. Enfin, ça a été vraiment très difficile. Puis comme j'avais un hôtel qui était réservé, j'avais pas le choix de continuer, donc j'ai réussi à aller jusqu'à l'hôtel. Puis là, je me suis dit: «Non, non, c'est pas là que ça s'arrête ma course, je vais essayer de mettre tout ce que je peux en place». Donc bon, je suis infirmière, donc je me suis réhydratée, j'ai mis des réveils réguliers pour me réhydrater, pour me resucrer, pour manger du riz, des choses comme ça. Et puis à 4 heures du matin, je me réveille comme une fleur, avant mon réveil, et je me dis: «Bon, bah, là, je me sens en forme, même si je suis fatiguée. C'est 4 heures du matin, donc il va faire frais, donc j'y retourne». Et du coup, voilà, je refais toute ma journée, ça se passe super bien, je me sens super en forme, super fière de moi parce que, bah, du coup, j'ai réussi à dépasser une grosse insolation, à réussir à remanger le lendemain d'une insolation, ce qui est pas toujours évident quand on fait des épreuves comme ça. Et puis, je fais une petite sieste, avant de me lancer dans la nuit, où de nouveau, moi je suis pas une aventurière, donc je suis pas non plus très, très à l'aise de passer des nuits entières sans dormir. Je sais qu'en tant qu'infirmière, quand je travaillais de nuit, il y a des moments dans la nuit où j'ai tendance à m'endormir, très facilement. C'est-à-dire que même quand j'étais debout à préparer mes médicaments, je pouvais m'endormir un peu, Mmh. et du coup, je sais qu'il faut que je fasse bien attention de ne pas me mettre en danger et pas de mettre les autres en danger sur la route. Donc je fais une sieste en début de soirée pour être sûre que je puisse ensuite passer la nuit, sans encombre. Et puis mon objectif, c'était de passer la nuit, refaire une sieste à 8 heures du matin, et puis ensuite, rouler l'entier de la journée. Puis vraiment, voilà, je me sentais super bien, mais je me visualisais pas à l'arrivée. Bon, et en fait, à minuit, ouais, 1 heure du matin, pouf, un drôle de bruit bizarre, et là je réalise au bout de quelques kilomètres qu'en fait c'est un rayon qui a cassé de ma roue. Puis il faut savoir que moi j'avais eu un nouveau vélo sur l'hiver que j'avais cassé au bout de la 3e sortie parce que j'avais pris une branche, dans la roue. Et puis là je me dis: «Bah tiens, est-ce que ma roue elle est pas trop fragilisée?» Et puis du coup, là j'ai quand même beaucoup de portions de gravel. Et bref, je me suis dit: «Je suis au milieu de la pampa, là, qu'est-ce que je vais faire?» et tout ça. Mais bon, je vais regarder si par hasard, il y aurait pas un hôtel. Et puis, bah, il se trouve que j'étais au milieu de la pampa, mais le seul hôtel ouvert 24 heures sur 24 de toute la région, il était à 500 mètres de moi.
Donc là, moi, j'ai remercié mes étoiles et puis je me suis dit: «OK, c'est bon, t'as testé, tu te vois pas à l'arrivée. Là, t'as cassé ton vélo. Bah, simplement, c'est ça qui fait que tu te vois pas à l'arrivée. C'est pas que tu vas mourir, c'est juste que tu as cassé ton vélo». Et donc très rapidement, alors j'ai quand même regardé est-ce qu'il y avait des magasins qui allaient pouvoir me dépanner. Puis le problème avec les rayons, c'est que c'est pas universel. Donc il faut trouver le bon rayon pour réparer le vélo. Donc là, je me suis dit: «Bah, moi, ça m'embête, de passer une nuit à l'hôtel que j'avais pas prévu parce que je suis pas fatiguée, plus une journée où il va falloir que je fasse 30-40 kilomètres pour aller trouver un magasin, déporté complètement de ma route pour que potentiellement ils aient pas mon rayon. Ou s'ils ont mon rayon, bah, que ça va me prendre du temps, pour réparer. Puis là, je me suis dit: «Bon, sur une course de 4 jours, je vais perdre une journée», et là, ça m'embêtait clairement parce que j'avais aussi planifié de passer des vacances à la fin de mon épreuve. Donc j'ai assez vite bâché ma course. Mais c'est vrai que sur le moment, tout me paraissait de l'évidence, en fait. Je me suis dit, Mmh. «Tout s'est super bien passé, j'ai réussi à dépasser une insolation, j'ai réussi à me remobiliser, j'ai réussi à faire ma sieste en début de nuit, à passer une superbe nuit, à vraiment bien rouler. Et puis là, bah, mon rayon qui casse, pas de magasin, proche. Et puis en plus de ça, dans la nuit quand même avant de me coucher, j'ai contacté tous les magasins des environs pour savoir s'ils avaient le bon rayon pour changer ma roue, enfin pour, réparer ma roue et puis personne n'avait le bon rayon. Donc voilà, dans les faits, je me suis dit: «Je j'ai pas de regrets, j'arrête». Après quand je suis rentrée en Suisse, on m'a dit que je pouvais complètement rouler avec une roue, où il manquait un rayon. Donc Ah bref. bon? Ouais, alors on m'a dit que visiblement, avec des bonnes roues, là c'était une belle paire de roues, et ben on peut rouler même avec 2 rayons cassés. Mais moi j'étais franchement pas OK. à l'aise. Je me disais j'avais des grosses portions gravel derrière et puis surtout des zones désertiques à passer. Et puis je voulais pas me trouver, dans une zone complètement désertique ou une route que je suis la seule à emprunter avec, un vélo, cassé. Et puis c'est vrai qu'alors il y a beaucoup de monde qui pense que comme il y a François sur place, bah, c'est facile parce que je peux me faire dépanner par lui ou autre. Mais là, enfin non, moi quand je suis dans ma course, je suis tellement dans ma course qu'il y a aucun moment où je me suis dit: «Oh, puis au pire s'il m'arrive quelque chose, François viendra me chercher». Moi j'étais vraiment en train de Mmh. me dire: «Bah, je serai au milieu de la pampa, va falloir que je marche avec mon vélo, pendant 50 kilomètres pour réussir à aller à une gare ou j'en sais rien». Puis bref, puis du coup, j'ai arrêté ma course. Moi, j'étais très fière de moi, très contente d'avoir arrêté cette course parce que très contente de l'entier de l'épreuve. Je trouvais que j'avais pu faire, plein de choses et puis, en fait, je me suis assez fait, démolir sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais, ouais, bah, voilà, des gens que je connaissais pas et qui continuent encore aujourd'hui, visiblement, de ce qu'on peut me dire, sur des groupes privés ou des groupes Facebook privés, à se foutre de moi, en fait. De dire que, bah, que Maki Cycling, en gros, bah, c'est pas une aventurière, mais enfin, j'ai jamais dit que j'étais une aventurière, mais qui justement, en fait, se permettent de porter un jugement sur le fait que j'ai arrêté une course alors que finalement j'avais qu'un rayon cassé. Sauf que moi j'ai pas arrêté une course parce que finalement j'avais qu'un rayon cassé, j'ai arrêté une course parce que c'était ma première épreuve après un accident. Ça a été une vraie épreuve pendant une année entière pour me relever et puis qu'en fait j'avais eu exactement ce que j'étais venue chercher, chercher une reprise de confiance, chercher le fait de remonter sur le vélo, le fait de passer une nuit entière dehors sur mon vélo, sur des routes bitumées avec du trafic. Puis en fait, pour moi, c'était que des victoires les unes derrière les autres. Et finalement, cette visibilité sur les réseaux a pas mal entaché l'expérience. Donc ça a été un premier questionnement qui a une première brèche en fait qui s'est ouverte cette année à la suite de cette course. Puis ça, sans parler des autres brèches, hein, j'ai quand même reçu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient: «Ah, si tu nous partages pas du vélo, vaut mieux que tu partages rien du tout». Donc ça, c'est la beauté des réseaux, hein. Après un accident de voiture, on a peut-être besoin plutôt de soutien que de ce genre Ouais. de partage. Et puis cet été, je suis partie, bah, sur ma première course de plus de 2000 kilomètres. C'était la Nomadian Rapso Bike. C'est le même organisateur que la Desertus Bikeus. Donc si j'ai choisi ces 2 courses, c'est justement parce que c'est cet organisateur-là que j'apprécie énormément.
et aussi parce que c'est 2 pays où je sais que les cyclistes sont vraiment respectés. C'est-à-dire qu'en Espagne, il y a une loi, alors je suis pas allée chercher, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai vécu. Les automobilistes doivent traverser la ligne centrale pour nous dépasser. Ah ouais, Donc même ok. si c'est une ligne blanche ou quoi que ce soit, et même si c'est une ligne blanche, ils sont capables de faire des kilomètres derrière nous au pas, avec une file de voitures derrière, il y a personne qui va klaxonner. Ok. Le temps qu'ils aient vraiment la visibilité pour nous dépasser. Et alors ça, en Suisse, je pense que c'est pareil pour tout en France, mais c'est impossible, on voit jamais ça. Ouais. Et puis la Grande-Bretagne, pareil, très, très, très respectueux. Il y a vraiment des routes très sinueuses en Grande-Bretagne et en Écosse où parfois on voit pas ce qui se passe devant, où souvent ils disent blind summit, où ça fait des hauts et des bas, où on voit pas ce qu'il y a derrière la petite bosse. Et du coup, les voitures, en fait, ne nous mettent pas en danger et ne se mettent pas en danger. Donc ils nous dépassent pas, ils dépassent que quand il y a une vraie visibilité. Donc c'est 2 pays où je me sens, enfin 2 pays, la Grande-Bretagne évidemment, il y a plusieurs pays, mais c'est 2 endroits où je me sens en sécurité sur mon vélo, donc c'était vraiment, une volonté de pouvoir reprendre, dans ce contexte-là. Et puis, pour la faire, rapidement, il m'est arrivé, une somme de mésaventures, en Grande-Bretagne et j'ai fini par arrêter, ma course, entre, ouais, 400 kilomètres avant l'arrivée si, j'enlève, le nombre de kilomètres qui devaient être empruntés en ferry. Et du coup, voilà, aussi, donc de toute façon, hein, Instagram, j'ai reçu, pas mal de messages négatifs, mais là, ça a été plutôt, dans ma tête de me dire: «Mais mon Dieu, tu t'étais fixé 2 grandes épreuves, tu y es pas arrivé au bout». Et puis, là, ce qui m'a encore plus touchée, c'est que pendant la Nomadian Rhapso Bike, donc la traversée de la Grande-Bretagne, en fait, j'ai pas pris de plaisir. Et là, je me suis dit: «Waouh, ça, c'est vraiment, là, on a dépassé un cap». Si tu t'engages sur Hmm. une si grande course, que tu libères autant de temps dans ton agenda, que tu embarques ta famille là-dedans, pour que finalement tu prennes pas de plaisir, c'est qu'il faut vraiment, vraiment se poser des questions là. Donc voilà les questionnements. Après, j'ai eu quand même plein de choses qui m'ont permis de mieux comprendre pourquoi j'avais pas pris de plaisir. Mais, mais ouais, en tout cas, ça a été un déclencheur à plein de questionnements. Ah, les réseaux sociaux, c'est à la fois magique et terrible. Exactement. Parce Mais que, ouais. ouais, ça nous montre la polarité comme ça de la société. Mais en même temps, ça Ouais. apporte énormément de choses. Et puis, je ferais sûrement pas tout ce que je fais maintenant avec les réseaux sociaux. Puis après, je pense qu'il faut aussi faire attention. C'est pas Ce qui est mauvais, c'est pas les réseaux sociaux. Puis ce que je questionne, c'est pas les réseaux, c'est plutôt mon utilisation des réseaux. Mhm. Et là, clairement, on peut mettre des limites et on peut reconsidérer ces choses-là. Et c'est sur ça que je me pose des questions. Ouais. Du coup, tu penses que tu vas te mettre dans quel setup pour essayer au maximum de trouver ces réponses? Est-ce que tu penses que tu vas couper un peu ou Ouais. refaire un peu, alors que ce soit les réseaux ou même côté pratique du vélo, hein? Est-ce que tu as une idée de comment tu vas gagner en clarté? Ouais, alors les réseaux, j'ai un petit peu coupé là depuis cette épreuve-là. Je publie plus trop, ou je reposte des posts, ce genre de choses, mais je suis plus du tout dans une contrainte de poster, parce que même si mon objectif c'était pas de gagner des partenariats, ce genre de choses, parce que ça apporte beaucoup de contraintes. Il y avait quand même, voilà, on se fait vite avoir quand même par les algorithmes d'Instagram, où plus on poste, plus on a de visibilité. Et puis en même temps, quand on a de la visibilité, on peut porter des messages, enfin, on peut donner des messages qui vont être portés. Donc, il y a un peu un engrenage comme ça de toujours plus. Ouais. Donc là, déjà, je me suis un petit peu, j'ai pris du recul par rapport à ça. Et puis je prends le temps de voir, quand j'ai envie de poster, je poste. Et puis sinon, là, je suis vraiment en train de re-questionner, ma pratique pour l'année prochaine. Donc, c'est là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais on est au mois d'octobre et j'ai, planifié aucune course. Non, là, je suis en train de mentir. J'ai presque planifié aucune course l'année prochaine. Et puis, je suis en train de me dire, en fait,
Un de mes problèmes, je crois, justement en écoutant le premier podcast qu'on avait fait, ça m'a permis d'illuminer sur des choses. Quand je faisais du triathlon, je disais toujours que moi, j'avais besoin d'avoir peu de courses dans l'année, parce qu'en fait, je prends du plaisir à l'entraînement. Et puis mon plaisir, il se trouve pas forcément dans les courses. Puis là, ces dernières années, dans l'ultra, bah, j'ai fini par faire des courses tous les week-ends. Mhm. Et puis à la fin de l'année, bah, j'ai pas pris de plaisir sur la plus grande course que je m'étais ça faisait des mois que j'en rêvais. Et peut-être que là, il faut aussi que je commence à réinverser un petit peu tout ça. Je me demande si, bah là, justement, par ces algorithmes qui nous poussent à toujours publier plus, d'être aussi dans une consommation comme ça, des épreuves sportives, des exploits à se vanter sur les réseaux ou autres, bah, je me suis pas un tout petit peu perdue. Donc je crois que j'ai besoin aussi de ralentir la voilure et puis en fait, de vraiment reconsidérer le plaisir. Est-ce que je suis en train de faire ça parce que ça me permet de prouver que même si j'ai arrêté la Desertus Bicus, je suis capable de finir la Mhm. 303 Lucerne ou j'en sais rien. Donc d'arrêter un peu la surenchère. Et puis c'est vrai que même si je dis que je suis pas une aventurière et tout ça, et que quand je m'embarque sur une course, mon objectif premier, il a toujours été de finir. Même quand je faisais des Ironman ou comme ça, j'avais toujours un gros problème quand mon coach me disait combien d'heures tu veux faire. Et je ressentais au plus profond de moi que dès le moment où on me posait cette question, je me braquais. Parce qu'en Mhm. fait, c'était tellement loin de ce pourquoi je m'entraînais que moi, c'était presque blessant qu'on me pose cette question au moment où je partais sur ma course. Ça me désancrait en fait. Et, et là maintenant, bah, je sais aussi que sur les courses, alors il y a des courses maintenant où on nous demande d'annoncer combien de jours on va mettre avant même de partir. Puis en fait, moi, ça me convient pas. Là, je me rends compte de plus en plus que c'est un truc qui me convient pas. Donc, j'ai envie, mais ça, c'est un peu en exclusivité. Mais je pense que l'année prochaine, et ça fait quelques mois qu'on en discute avec François, j'ai envie d'annoncer le nombre minimum que je vais mettre sur mes prochaines épreuves. Pour, Ok. en fait, voilà, mon objectif en faisant de l'ultra, c'est pas de faire le plus vite possible, c'est de pouvoir, bah, arriver, et avoir le temps de poser son campement, de pas mettre un réveil, après 1 heure de sommeil en se disant: «Ah, je sais qu'après 1 heure de sommeil, je suis en forme pour repartir sur le vélo», mais de peut-être juste, prendre le temps, de dormir un peu plus, plutôt que de manger, un paquet de chips ou 2 pains refermés sur un bout de fromage qu'on aurait pu trouver à la station-service, bah, de s'arrêter vraiment dans un restaurant. Et puis, et puis en fait, alors ça, dans l'ultra, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment bah, une partie où il y a des personnes qui visent vraiment la performance, puis qui vont être en mode très speed, et puis qui vont justement dormir moins et tout ça. Puis en étant beaucoup sur les réseaux, je pense que j'ai l'impression d'être un peu embarquée dans ce truc-là, alors que en fait, je suis même pas tellement performante, donc je cours après le train, hein, comme d'habitude. Et puis, une autre partie dans l'ultra où, bah, souvent il y a des épreuves et notamment la Desertus Bicus et c'est pour ça que je l'apprécie énormément, où, les délais sont suffisamment larges pour qu'on puisse, prendre le temps de profiter, du voyage sans se mettre dans une épreuve, de performance, même si ça reste une performance de faire 1 300-1 400 kilomètres en 5 jours. Mais, voilà, on a un peu plus de temps pour finir ces épreuves, puis je crois que ça me plaît. Et puis du coup, voilà, je me dis peut-être que l'année prochaine, plutôt de dire j'aimerais mettre maximum 5 jours, bah, plutôt se dire ok, je me donne minimum 5 jours ou minimum 6 jours. Et puis comme ça je sais que j'ai l'occasion de profiter un peu. Mhm. Parce que cette année, c'est vrai que quand je voyais, j'ai fait dans mes entraînements, j'ai rallié Turin depuis chez moi à vélo et je suis rentrée de la même manière. Et puis à l'aller, j'ai fait en une étape, donc de nouveau c'était, je sais plus, 300 kilomètres, 350. Puis en fait, je suis arrivée sur les rotules, mais voilà, c'est bon, je m'étais prouvé à moi-même que je pouvais le faire.
Et puis après, j'ai vu des copines qui faisaient des séjours à vélo dans la même région que moi, qui faisaient 100 km et qui finissaient à l'hôtel le soir. Puis je me disais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Pourquoi dormir à côté sur le bord de la route Ouais. alors que je pourrais vivre un petit peu ça différemment. Donc voilà, je suis en train de reconsidérer tout ça. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que là, j'ai complètement coupé avec mon coach pour les quelques mois qui suivent encore. Et je me suis inscrite à une épreuve, pour l'instant ma seule épreuve de 2025, tout début janvier. Et c'est une épreuve du coup, pas de vélo, mais de course à pied. Ah. Voilà. Route ou trail? Route. Excellent. C'est quel format? C'est un Si tu peux marathon. nous en dire plus. Un marathon? Ouais. Excellent. J'ai jamais vraiment arrêté de courir depuis que je faisais des Ironman, même si j'en faisais beaucoup, beaucoup moins régulièrement. Puis là, comme j'ai besoin de me couper du vélo pour pour réapprécier quand j'y retournerai, si j'ai envie d'y retourner. Mais bon, quand même, j'ai 7 vélos qui m'attendent à la maison, donc je pense que je vais y retourner. Mais c'est aussi de changer, d'être dans un autre format. Ça prend beaucoup moins de temps de s'entraîner en course à pied que de s'entraîner à vélo. Et ça demande beaucoup moins de matériel aussi, beaucoup moins de préparatifs. Et puis l'hiver en Suisse, quand il neige, qu'il vente, qu'il pleut et tout ça, moi ce qui me dérange le plus, c'est le verglas qu'on a en Suisse. Et en fait, courir, c'est moins compliqué. Donc voilà. Et puis ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est d'une part, là je partage pas trop mes entraînements, donc ça me va bien. J'ai commencé ma première semaine d'entraînement cette semaine, donc il y a 2 jours. Ok. Non, hier, ouais. Donc voilà, et je m'entraîne seule, donc sans avoir aussi, même si mon coach est génial et me met pas de pression du tout, là je me mets pas du tout de la pression de me dire qu'il y a quelqu'un derrière son écran qui regarde mes stats. Et c'est un marathon où on peut demander de cacher le résultat. Ok. Donc il y a pas de traceur, il y a pas de résultat. Et du coup, ça veut dire que je partage seulement ce que j'ai envie de partager. Et en fait, je peux courir mon marathon à 4h30 simplement. Et puis on verra si moi toute seule, je me mets de la pression d'essayer de le faire en 3h30. En moi toute seule, je me mettrai la pression. Puis là, je saurai peut-être que ma foi, ça fait partie de mes gènes. Et puis je comprends mieux aussi ce qui m'amène à être un peu dans l'esprit compétitif à vélo. Ou si je prends du plaisir à le faire sans stress. Donc voilà, je teste des choses nouvelles. C'est super intéressant. Ça me fait penser, parce que c'est vrai que plus tu découvres, enfin tu vas me dire ce que tu en penses dans l'univers de l'ultra vélo, mais l'univers de l'ultra en général, c'est vrai qu'il y a une sorte d'appétence et peut-être le schéma un peu classique, c'est il faut que ce soit dur, tu vois. Mm-hmm. Tu dors pas, tu as des hallucinations en trail, tu te fais mal, tu te rentres dedans. Tu vois, moi j'ai eu des gars qui faisaient des biking man ou des race cross qui partent sans sac de couchage, enfin des trucs vraiment hallucinants, tu vois. Et je pense qu'en fait, avec ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à plusieurs choses, mais un point en particulier, c'est en fait, finalement, il y a autant de pratiques que de pratiquants. Mm-hmm. Et j'imagine que, enfin, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que là, tu es en train d'essayer de retrouver le format qui te va bien à toi. Et pas forcément le format qui est le plus en vogue, tu vois, qui est le plus populaire, on va dire, ou en tout cas celui que les algos attendent ou que les gens, qui impressionnent les gens. Et ça me fait penser à un truc qu'on faisait beaucoup chez Apple. Alors, ça n'a rien à voir en sort du sport, mais chez Apple, je manageais une grosse équipe et on travaillait souvent sur les profils, en fait, les personnalités des gens. Et il y a une stat qui m'avait marqué, parce qu'Apple, c'est une boîte, c'est très américain, tu vois. Donc, dans le recrutement, ils cherchent beaucoup des profils, en tout cas à l'époque, tu vois, des gens qui sont dans plein de projets, des gens extravertis, en fait. Il y a beaucoup d'artistes chez Apple, de passionnés de musique. Et je me rappelle, on avait fait et donc ça se retrouve à tous les niveaux, hein, même dans le management. Enfin, c'est globalement des gens qui sont très extravertis. Et en tout cas, il y a une tendance extravertie assez forte, on va dire. Et on avait fait un atelier avec un intervenant qui nous expliquait qu'en fait, c'était super cette culture de extravertie,
mais qu'il fallait pas oublier une chose, c'est qu'en fait, la moitié de l'humanité est plutôt un profil introverti. Et que le problème, c'est que dans le monde professionnel, en tout cas, on entend les extravertis par nature. Et le point de vigilance, c'est que c'est pas forcément ceux qu'on entend le plus qui ont le plus d'impact. Et par ça, il évoquait notamment les promotions, l'évolution en interne d'un point de vue carrière, etc. Et il me disait, voilà, c'est un point de vigilance, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Ouais. La moitié de l'humanité est plutôt introverti qu'extraverti. Donc voilà, en fait, ça m'a fait penser à ça. Alors c'est un peu un grand écart par rapport à ce que tu disais, mais cette idée de finalement il y a pas qu'un format et le format qu'on voit le plus n'est pas forcément le format qui convient à tout le monde. Ouais, mais complètement. Et puis c'est vrai que ça me parle ce que tu dis parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de très introverti. Peut-être que ça se paraît pas quand on me voit sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très timide, qui restait beaucoup à l'écart du groupe en fait. Je me suis jamais vraiment sentie intégrée au groupe, ni la volonté de vraiment être dans ce groupe-là. Et puis, sur les réseaux, on a l'impression qu'effectivement, il faut répondre un petit peu à l'appétence qu'il y a du réseau social. Et puis du coup, je me suis, je pense, laissée aussi embarquer dans des choses. Et puis comme je le disais avant, en fait, tout est dans ce que je disais tout à l'heure, de dire, en fait, moi, si je partage tout ça sur les réseaux, c'est pas parce que, c'est pas de la performance, c'est pas la volonté de montrer que je performe, c'est pas la volonté de montrer que je suis une aventurière. En fait, il y a rien de tout ça. C'est juste de montrer que justement, je suis tout le contraire de tout ça. Je suis une grande introvertie qui pensait que tout ce monde-là m'était inaccessible, peut-être même parfois interdit, et que malgré ça, je le fais et ça marche. Et puis en plus de ça que ça marche, c'est que je prends du plaisir et j'arrive à me révéler et me découvrir. Et c'est ça que j'essaye de partager. Et c'est pour ça que je partage. Non pas pour avoir de la promotion ou j'en sais rien. Mais malgré tout, je crois qu'avec, justement, je me suis laissée embarquer dans un format des réseaux qui fait que je me suis un petit peu perdue moi-même. Et là, ce week-end, c'est pour ça que maintenant je fais des petits tests, quoi. Ce week-end, je suis partie avec mon sac à dos et je suis partie à ma micro-aventure, aller camper avec mon chien. Sous la pluie, on était seuls, c'était chouette. mais, mais ouais, et puis peut-être ça va pas faire rêver grand monde, j'en sais rien, mais du coup, ouais, j'essaie de chercher autre chose et ouais, en tout cas, moi, ça me parle le fait que tu parles du fait d'être introverti. Et quand tu parles moi, je trouve qu'il y a une chose qui est de plus en plus présente dans la pratique sportive à l'heure actuelle, c'est effectivement le fait de prendre, d'être toujours le plus, je sais plus le terme que tu as utilisé, mais de prendre de plus en plus de risques, d'être de plus en plus minimaliste. Et puis c'est génial, hein. Enfin, je veux dire, on rêve devant des films d'aventuriers, d'aventurières qui sont ultra minimalistes, qui réfléchissent comment se fournir de l'eau dans un environnement désertique et tout ça. Enfin, c'est génial. Mais enfin, c'est pas du tout ma volonté. J'ai pas du tout cette prétention-là. Et puis, ça me fait pas du tout rêver. Je rêve en les voyant, mais moi, j'ai pas envie de le vivre. Et c'est vrai que souvent, alors il y a une grande discussion quand je publie des images ou des vidéos sur mon vélo, sur mes choix de matériel. Il y a toujours une question qui revient de manière très régulière et puis qui est difficile pour moi de contourner, mais je la contourne, c'est: quel poids fait ton vélo? Mais Ok. et en fait, non, je ne pèserai pas mon vélo parce que dès le moment où je pèse mon vélo, c'est là où je commence à faire des mauvais choix. C'est là où je me dis: «Ah ouais, mais c'est vrai qu'il est plus lourd que le gars d'à côté, donc je vais commencer à enlever Ouais, ça, à ouais. enlever ça». Sauf que moi, mon matériel, je l'ai composé en me connaissant. Et dès le moment où je commence à avoir, un élément normatif comme ça, un chiffre que je vais pouvoir comparer aux autres, en fait, c'est ce genre de moment où je vais commencer à quitter qui je suis pour rejoindre un petit peu, cette norme ou, ce qu'on considère, comme étant, la performance ou j'en sais rien. Et puis, c'est souvent là où je fais les mauvais choix, où je vais justement, enlever une doudoune ou enlever quelque chose, alors que pourtant
je sais que moi, je suis extrêmement frileuse et que la personne à côté de moi ne l'est pas. Donc, il peut pas comprendre que je pars avec un sac de couchage qui fait 2 kilos, alors que j'ai un sac de couchage à la maison qui fait 600 grammes. Mais je fais ce choix-là parce que justement, j'ai trop souvent dormi en bord de route, avec les lèvres bleues, à me réveiller de frissons tellement j'ai froid. Donc maintenant, je prends un vrai sac de couchage. Et puis oui, c'est beaucoup plus lourd dans mon vélo. L'importance de s'écouter soi-même et de faire taire un peu le bruit ambiant, Ouais, c'est un peu ce que je retiens là de tout ce que tu partages. exactement. Et je me dis que ça peut être une jolie chose à partager prochainement sur les Ouais, réseaux. clairement. Excellent. Eh ben écoute, Marjorie, un immense merci pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous aujourd'hui. C'était génial de faire ce bilan de ces 2 dernières années C'est et moi de qui te voir tout, remercie. encore une fois, tout le chemin parcouru. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne préparation de ce marathon et des réponses à tes questions? Ouais, exactement. En tout cas, c'est moi qui te remercie, Loïc. C'est vraiment toujours un plaisir, déjà de t'écouter, toi, avec tous tes invités et toutes tes invitées. C'est vraiment, moi, ça me permet de voyager, ça me permet aussi de déconnecter quand je fais mes épreuves et ça me permet de voir plus grand aussi. Mais ouais, en tout cas, je te remercie et ça a été un honneur d'être une seconde fois ton invité. Merci beaucoup, Marjorie. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Marjorie jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous aura plu, que vous avez pris plaisir à en apprendre plus sur le parcours de Marjorie depuis le premier épisode. Si vous n'aviez pas écouté, je vous rappelle que le lien est en description de cet épisode-ci, donc allez-y, foncez. Si vous appréciez Les Frappés, pensez à soutenir le podcast. Il y a plein de manières de le faire. Financièrement, c'est très simple, c'est sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Chaque euro compte, c'est à partir d'1 € par mois. Autrement, vous pouvez tout simplement suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute, sur les réseaux sociaux, partager à un maximum de personnes les épisodes des Frappés qui vous ont marqué et laisser des notes et des commentaires sur Spotify ou Apple Podcast. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent d'ores et déjà le podcast. Votre engagement fait une énorme différence pour moi. Et pour tout le monde, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les Frappés!